Je sentis l'effet de leurs mots dans la salle, les épaules qui se raidirent, les yeux qui s'écarquillèrent. Ma belle-fille répéta, comme si elle n'y croyait pas, selon ses instructions. L'avocat posa devant moi un élégant porte-document en cuir. Madame Laurent est copropriétaire de la société de développement et propriétaire unique du terrain sur lequel ce bien est construit. Sans sa signature, aucune vente n'est possible, peu importe l'état du contrat. Le visage de mon fils changea instantanément. La certitude fit place au doute, puis à une panique contenue. Ma belle-fille se tourna vers lui avec un éclat de reproche dans les yeux. Ils avaient cru que je n'étais qu'un nom sur un papier. La vérité venait d'éclater devant témoin. Je laissai le silence peser un instant, puis posai ma main sur le porte-document. Il semble, dis-je doucement, que certains aient mal compris mon rôle ici. Elle voulut répliquer, mais le directeur du projet la coupa. Elle peut, et elle va décider seule. J'ouvris alors mon sac, on sortit un second dossier préparé depuis des semaines. Non pas un transfert vers eux, mais une cession complète à une fondation caritative locale, qui se consacrait à l'accueil des femmes âgées abandonnées par leur famille. Tout était prêt, les autorisations administratives, les tampons officiels, les signatures préalables. Sur chaque plaque commémorative du futur bâtiment, figureraient en lettres d'or les noms de mon fils et de ma belle-fille comme bienfaiteurs. Mais pas pour la gloire, pour que chacun sache qu'ils avaient été contraints d'offrir ce qu'ils avaient voulu voler. Le directeur du projet eut un léger sourire en voyant la nature des documents. Nous finaliserons immédiatement, Madame Laurent. Mon fils blêmit, maman, qu'est-ce que tu fais? Je m'assure que cette maison serve enfin à quelque chose de juste. Et que vos noms restent gravés, mais pas de la manière que vous espériez. Elle bondit de sa chaise, tu n'as pas le droit. Si, elle l'a, coupa l'avocat, sans lever les yeux vers elle. Et je venais de le faire. Ce fut le premier acte. Le second était prêt depuis longtemps. J'avais enregistré, avec l'accord tacite de la loi française sur la captation de conversations privées dans un cadre personnel, plusieurs de ces paroles humiliantes. L'une en particulier, un dîner où, un verre de vin à la main, elle avait confié à une amie qu'aussitôt les papiers signés, elle me mettrait, dans le premier EHPAD venu. Cette phrase, transmise discrètement à une journaliste locale, se répandit comme une traînée de poudre. En quelques jours, leur image dans la petite ville fut détruite. Les commerçants cessaient de les saluer, les voisins détournaient le regard. Les invitations mondaines s'étaient évanouies. Leur projet de prestige s'était transformé en honte publique. Et ce n'était que le début de leur descente. 3 mois après cet après-midi dans l'étude notariale, leur chute s'était accélérée. Les premiers signes étaient apparus dans les semaines qui ont suivi, des partenaires commerciaux qui repoussaient les rendez-vous, des clients fidèles qui annulaient subitement leurs contrats. Dans une petite ville comme Dax, les réputations se propagent plus vite que le vent qui traverse les Landes. Les conversations feutrées dans les cafés, les regards appuyés au marché du samedi, tout cela les poursuivait. Ils avaient commencé par vendre leur SUV rutilant, celui que ma belle-fille conduisait fièrement sur la place de la Fontaine, lunettes de soleil sur le nez, comme une reine en parade. Puis ce fut leur bateau amarré sur la Dour, un caprice qu'ils aimaient exhiber lors des apéritifs d'été. Ensuite, un à un, disparurent les signes extérieurs de leur prétendu succès. Aujourd'hui, en cet après-midi gris de Dax, dans ce bureau feutré où tout sentait le café serré et le bois ciré, ils signaient les documents qui, croyaient-ils, allaient leur offrir l'accès à ce bien. Mais sans ma signature, rien ne pourrait se conclure. Et cette signature, ils ne l'auraient pas. Pas après tout ce qu'ils avaient dit, fait, effacé. J'ai levé les yeux vers eux. Ils riaient à demi-mot avec l'agent immobilier, parlant déjà de l'aménagement, des réceptions à venir. Leur monde, fait de façade et d'apparence, reposait sur un sol dont j'étais la seule à avoir la clé. Je me suis souvenu des nuits passées, seule, à lire chaque clause,
à préparer chaque document. De ces matinées où je faisais semblant de jardiner pendant que ma belle-fille téléphonait, persuadée que je n'entendais pas ses plans pour m'écarter définitivement. Leur confiance aveugle dans mon insignifiance avait été mon plus grand allié. Plus ils me croyaient faible, plus je devenais invisible. Et aujourd'hui, cette invisibilité se transformerait en arme. Chers amis qui m'écoutez, avez-vous déjà ressenti cette morsure, celle de voir vos propres enfants ou proches vous traiter comme si vous ne comptiez pas? Ce poids qui s'installe dans la poitrine, entre colère et tristesse, et que l'on garde pour soi parce qu'on n'a plus la force de crier? Si vous aussi, vous avez connu l'humiliation en silence, racontez-le-moi en commentaire. Car parfois, c'est dans ces silences que naît la plus belle des réponses. Le notaire poursuivait, énumérant les étapes de la clôture comme si rien d'anormal ne s'était passé. Les plumes glissaient sur le papier, les verres d'eau se vidaient, et moi, je restais dans mon coin, impassible. Ma belle-fille évitait désormais de croiser mon regard, mais je voyais bien ses gestes, la manière nerveuse dont elle alignait les feuilles devant elle, ses doigts qui pianotaient sur la table, comme pour chasser une impatience grandissante. Puis, soudain, elle fit glisser un autre dossier vers moi. Son sourire était trop large, forcé, et sa voix se voulait mielleuse. Il ne manque plus que ta signature ici, ce sera plus simple pour tout le monde. Je pris le temps de regarder la page. En haut, en lettres nettes, un titre, procuration permanente et irrévocable sur la parcelle en question. En langage clair, le transfert total de mes droits sur le terrain. Mon fils se pencha à mon oreille, son souffle chaud contrastant avec la froideur de ses mots. Si tu refuses de signer, considère que c'est la fin de tout entre nous. Il croyait que ce chantage allait me briser. Mais c'était mal me connaître. J'avais déjà enterré mon mari, surmonté des hivers où je ne pouvais pas chauffer toutes les pièces de la maison, et passé des nuits entières à me demander si ma santé tiendrait jusqu'au lendemain. Ce n'était pas lui, ni elle, qui allait décider de ma fin. Je retournai la feuille, la posai face contre table, et croisai les mains. Un silence lourd tomba sur la pièce. Le notaire hésita à parler, un avocat réajusta ses lunettes, mais personne n'osa rompre ce moment. Ma belle-fille perdit un peu de sa superbe, c'est juste une formalité, voyons. On est tous du même côté. Sa voix tremblait à peine, mais c'était suffisant pour sentir qu'elle comprenait qu'un grain de sable venait de se glisser dans leur mécanique bien huilée. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit. 2 hommes entrèrent. L'un, que je connaissais bien, était le directeur du projet de promotion. L'autre, l'avocat principal de la société, un homme à la voix posée et au costume impeccable. Sans un regard pour mon fils ou ma belle-fille, ils vinrent droit vers moi. Madame Laurent, nous avons préparé le contrat final conformément à vos instructions. Si vous ne signez pas, la transaction sera immédiatement annulée. Je me souviens encore du bruit sec de mon sac à main heurtant le carrelage lisse, comme un coup de tonnerre dans cette salle aux grandes baies vitrées. Ma belle-fille venait de me pousser hors de ma chaise, m'obligeant à reculer jusqu'au coin le plus sombre de la pièce. 64 millions? Tu es complètement folle, avait-elle craché, ses yeux brillants d'un mélange de mépris et de triomphe. Puis, baissant la voix, comme pour me blesser plus encore, ou je te mets en maison de retraite, ou en hôpital psychiatrique. Tu choisis. Les regards des autres notaires, investisseurs, avocats en costume sombre se sont brièvement tournés vers moi. Pas de compassion, juste cette gêne glaciale de ceux qui assistent à une humiliation et préfèrent détourner les yeux. Mon fils, debout près du notaire, ne fit qu'un mouvement de tête dans ma direction, comme si j'étais une vieille voisine importune. Maman, tu es trop âgée pour comprendre quoi que ce soit à l'immobilier. Ne fais pas perdre de temps à tout le monde. Ces mots étaient des lames froides qui tranchaient net tout ce qui me restait encore de lien maternel avec lui. Je me suis assise là où elle voulait que je sois, loin de la lumière, loin de la table où se prenaient les décisions. De mon coin, je voyais parfaitement le dossier au centre,
des feuilles crème, reliées par des pinces dorées, portant le poids des millions qu'ils croyaient déjà posséder. Eux, penchés sur les pages, signaient avec l'assurance de ceux qui pensent avoir gagné. Le notaire parlait, sa voix neutre, mais il évitait soigneusement de croiser mon regard. J'ai plié mes mains dans mon giron, le dos droit. Pour eux, j'étais cette veuve de 72 ans, logée par charité dans la maison familiale, un poids qu'on tolère à peine. Ils ne savaient pas. Ils ne pouvaient pas deviner qu'après la mort de mon mari, j'avais pris une décision que je n'avais partagée avec personne. Une décision qui me permettait, aujourd'hui, de rester immobile, silencieuse, et pourtant, d'avoir entre les mains la clé de tout ce qu'ils convoitaient. Les insultes de ma belle-fille et l'indifférence glaciale de mon fils ne dataient pas de ce matin-là. Ce n'était que l'aboutissement d'années à me voir reléguée à un rôle de domestique dans ma propre maison. Je repensais à ce jour où elle m'avait présenté à ses amis comme « notre vieille femme de ménage », en riant, alors que j'avais passé la matinée à préparer le goûter. Ou à cette fois où, en rentrant de l'hôpital après une pneumonie, j'avais trouvé ma chambre louée à un inconnu, et mes affaires entassées dans le sous-sol humide. Chaque souvenir était une pierre que j'avais posée dans un mur intérieur. Un mur qui ne tombait pas, mais qui, lentement, m'isolait de tout espoir naïf. Pourtant, au lieu de crier ou de supplier, j'avais choisi le silence. Pas celui de la résignation, mais celui de la préparation. Avec l'argent de l'assurance vie de mon mari, j'avais contacté une amie d'enfance, aujourd'hui conseillère en gestion de patrimoine. Discrète, compétente, elle m'avait aidé à créer une structure juridique à mon nom, protégée par toutes les lois françaises sur la propriété et la succession. Par son intermédiaire, j'avais investi dans des parts d'une société de promotion immobilière, précisément celle qui possédait le terrain sur lequel ce fameux domaine de prestige était en train de sortir de terre. Part après part, j'étais devenu actionnaire principal, et surtout, propriétaire unique de la parcelle. Officiellement, ce terrain n'appartenait qu'à moi. Officieusement, je pensais qu'il appartenait à un investisseur lointain, anonyme. Je les croisais parfois au détour d'une rue. Leur démarche n'avait plus la même assurance. Mon fils, le visage creusé, baissait les yeux. Elle, maquillée plus lourdement qu'avant, tentait de maintenir une façade, mais ses sourires étaient crispés, forcés. Les échos de leurs humiliations publiques leur collaient à la peau comme une odeur tenace. Un soir d'octobre, alors que la pluie tombait fine et que les volets claquaient doucement dans le vent, on frappa à ma porte. En ouvrant, je les trouvais là, tous les deux, trempés, leurs manteaux dégoulinant sur le paillasson. Mon fils prit la parole le premier, d'une voix basse que je n'avais plus entendue depuis qu'il était adolescent. « Maman, on n'a plus nulle part où aller. » Ma belle-fille restait muette, les yeux fixés sur ses mains, tordant nerveusement la lanière de son sac. Je les fis entrer, plus par réflexe que par réelle envie. Nous nous assîmes autour de la table de la cuisine. Je leur servis de l'eau. Ils ne touchèrent pas au verre. Mon fils reprit. Juste quelques semaines, le temps de se remettre sur pied. Je le regardais. Il y avait, fugace, l'ombre de l'enfant qu'il avait été, celui qui courait sur la plage de Saint-Sevé en riant, les pieds pleins de sable. Mais cette image se brouilla vite, remplacée par le souvenir précis de ses mots tranchants, des regards glacés qu'il m'avait lancés quand il se rangeait du côté de sa femme. Je posai mon verre, calmement, lui répondis. « Tu te souviens, il y a quelques mois, quand on m'a laissé le choix entre un EHPAD et un hôpital psychiatrique ?» Il ne répondit pas. Sa femme releva la tête, ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son n'en sortit. « Eh bien moi, je n'ai choisi ni l'un ni l'autre. Mais pour vous, l'EHPAD me paraît tout indiqué. Vous devriez essayer. » Le silence s'installa, lourd, sans appel. Ils comprirent. Pas de seconde chance. Pas de retour en arrière. Ils se levèrent, sans protester, et sortirent sous la pluie.
Je restai debout sur le pas de la porte, les regardant s'éloigner jusqu'à ce que leurs silhouettes disparaissent au coin de la rue. Les voisins avaient vu la scène. Certains, adossés à leur portail, échangeaient des regards entendus. Je refermai la porte doucement, sans claquer. Ce n'était pas la colère qui m'habitait, mais cette certitude tranquille que le compte était soldé. Le soir même, je repris ma routine. Dans mon jardin, les salades étaient prêtes à être cueillies. L'odeur de la terre humide, le parfum des herbes, la fraîcheur du vent marin. C'était là ma victoire, pas un domaine ostentatoire, mais un espace à moi, où je décidais qui avait le droit d'entrer. Les semaines suivantes apportèrent avec elles une étrange accalmie. La maison semblait plus grande, plus silencieuse, comme si le départ de cette ombre constante avait libéré l'air que je respirais. Le matin, je me levais tôt, ouvrais les volets sur la lumière douce qui baignait les toits de Dax, et descendais au jardin avec mon panier d'osier. Là, les odeurs de menthe, de romarin et de basilic m'accueillaient comme de vieilles amies. Chaque plante avait son histoire. Les tomates, semées à la fin de l'hiver, étaient maintenant charnues, prêtes à éclater sous le soleil de septembre. Les salades, plantées avec patience, formaient des rangs bien serrés, comme un bataillon fidèle. Dans ce coin de terre, tout ce que je cultivais portait la marque de mon travail et de ma persévérance. Ici, rien ne m'avait été volé, personne ne pouvait effacer mes efforts d'un mot ou d'un geste. Pourtant, parfois, au détour d'un souvenir, revenait le visage de mon fils, ce jour-là sur le pas de la porte, pâle et défait. J'aurais pu, peut-être, leur tendre la main. Mais tendre la main à ceux qui vous ont noyé pendant des années, c'est leur offrir la possibilité de recommencer. Et je n'avais plus ni l'envie, ni le devoir de me sacrifier. En ville, les échos de leur disgrâce continuaient de courir. La petite ville de Dax n'oublie pas vite. Leurs anciens amis les évitaient au marché, leurs ex-partenaires parlaient d'eux à voix basse, comme d'un avertissement. Les cafés où ils aimaient s'afficher ne les voyaient plus. On racontait qu'ils vivaient désormais dans un appartement sombre au rez-de-chaussée, loué meublé, à l'écart du centre, et qu'ils s'étaient débarrassés de tout ce qui leur restait de valeur. Un après-midi, en allant acheter du fromage chez un producteur local, je surpris une conversation entre deux clientes à propos une certaine dame, qui avait donné un domaine entier à une fondation. Elle ne savait pas que c'était moi. Je suis restée silencieuse, écoutant leurs mots. Tu te rends compte, offrir tout ça pour aider des femmes âgées? C'est rare, de nos jours. Et en plus, forcer les noms des autres à rester gravés comme bienfaiteurs. Quelle ironie! Je sortis de la boutique avec mon panier rempli et un sourire discret. L'idée que mon geste soit vu comme un acte de justice silencieuse, même par des inconnus, avait quelque chose de profondément apaisant. Les jours se suivaient dans une routine que j'avais longtemps rêvée, préparer mes repas avec mes propres légumes, lire au soleil, écrire quelques lettres à des amis perdus de vue. Le soir, je marchais parfois jusqu'aux berges de l'Adour. L'eau reflétait les lumières de la ville, et je me souvenais des années passées à marcher seul, le cœur lourd. Aujourd'hui, mes pas étaient plus légers. Un matin, une enveloppe officielle arriva. Elle portait le cachet de la fondation à qui j'avais donné le domaine. À l'intérieur, une lettre de remerciement signée de la directrice, accompagnée d'une photo des premiers travaux d'aménagement. On y voyait des ouvriers repeindre les murs, poser des meubles simples mais confortables. En bas, une note manuscrite, « Votre geste changera la vie de dizaines de femmes ». Je restai longtemps assise à ma table de cuisine, relisant cette phrase. C'était cela, ma vraie victoire. Pas l'humiliation publique de mon fils et de sa femme, pas leur chute sociale, mais la certitude que l'espace qu'ils convoitaient en deviendrait un refuge. Un lieu où des femmes, peut-être blessées comme moi, retrouveraient un toit et un peu de dignité. Un soir d'automne, alors que je coupais des herbes pour ma soupe, j'entendis frapper à ma porte. Ce n'était pas eux. C'était une voisine,
Madame Leroy, une femme discrète qui vivait seule depuis longtemps. Elle m'apportait un pot de confiture, timidement, me demanda conseil pour son petit potager. Nous parlâmes longtemps, assises à la table de la cuisine, de plantes, de saison, mais aussi de solitude et de courage. En refermant la porte derrière elle, je compris que ma vie prenait une nouvelle forme. Moins de bruit, moins de tension, mais plus de liens vrais. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginée, mais c'était celle que je choisissais désormais. Et chaque matin, en franchissant le petit portillon du jardin où pendait l'écriteau, entré sur invitation seulement, je ressentais la même chose, une paix simple, durement gagnée, que plus personne ne pourrait m'enlever. L'hiver arriva doucement sur Dax, avec ses matins froids où la brume recouvrait les toits et ses après-midi où le soleil peinait à percer. Mon jardin, désormais au repos, portait l'odeur de la terre humide et des feuilles mortes. Je passais plus de temps à l'intérieur, à cuisiner, à tricoter, à écrire dans un carnet les souvenirs que je voulais préserver. Ces moments de solitude n'étaient pas vides. Ils étaient pleins de sens, pleins de ce calme que j'avais attendu si longtemps. Parfois, en sirotant un thé près de la fenêtre, je revoyais mentalement tout le chemin parcouru, les humiliations silencieuses, les regards condescendants, les mots qui piquent plus fort qu'une gifle. Et je repensais à ce jour précis, dans l'étude notariale, où le silence s'était retourné contre eux. En ville, les travaux dans le domaine avançaient vite. On disait que la fondation prévoyait d'ouvrir ses portes au printemps. Des artisans locaux étaient engagés pour transformer les pièces en chambres lumineuses, installer une grande salle commune avec vue sur le parc, et créer un potager pour les résidentes. L'idée que des femmes âgées puissent s'asseoir là, à l'ombre des arbres que mes anciens proches voulaient abattre pour moderniser, me remplissait d'une satisfaction tranquille. Un matin de janvier, alors que je revenais du marché avec mon cabas plein de légumes et de fromage, je croisai le curé de la paroisse, l'abbé Rigal. Il s'arrêta, me sourit et dit : « J'ai appris ce que vous avez fait pour la fondation. C'est un geste rare, et beau. Vous savez, certaines de ces femmes prient déjà pour vous, même si elles ne vous connaissent pas encore. » Ces mots me touchèrent plus que je ne voulais le montrer. J'hochai simplement la tête, incapable de répondre autre chose qu'un « merci » discret. Les nouvelles de mon fils et de sa femme me parvenaient par bribes. On les voyait rarement en ville, et quand c'était le cas, c'était toujours en coup de vent. Certains disaient qu'ils avaient essayé de monter un petit commerce, mais que l'affaire avait vite échoué. D'autres affirmaient qu'ils songeaient à quitter la région. Je n'éprouvais plus ni colère ni tristesse à leur sujet. Seulement cette distance froide qu'on garde avec ceux qui ont trop souvent franchi la limite. Un soir, alors que le vent soufflait fort et que les volets claquaient, je reçus un appel inattendu. C'était une bénévole de la fondation. Elle m'invitait à visiter le domaine avant l'ouverture officielle. J'acceptai. Quelques jours plus tard, je franchissais à nouveau le portail, non plus en adversaire silencieuse, mais en invitée. Le bâtiment avait changé. Les murs, autrefois froids et impersonnels, étaient peints de couleurs douces. Les pièces, baignées de lumière, étaient meublées simplement mais avec goût. Une odeur de bois ciré et de linge propre flottait dans l'air. Dans le grand hall, une plaque commémorative avait été installée. Mon regard se posa sur les noms gravés en lettres dorées, celui de mon fils et de ma belle-fille, juste en dessous de la dédicace, en l'honneur des femmes que l'on n'oublie jamais. Je restai longtemps devant cette plaque. Non pas par orgueil, mais parce qu'elle représentait tout ce que j'avais voulu, un symbole indélébile, une vérité que personne ne pourrait réécrire. Ils avaient voulu effacer mon nom de leur vie. À la place, c'était le leur qui resterait attaché à un geste de solidarité qu'ils n'avaient jamais voulu poser. En quittant le domaine, je me surpris à respirer plus profondément. L'air froid d'hiver me piquait les joues, mais j'avais chaud à l'intérieur. Ce chapitre était clos. Il n'y avait plus rien à prouver, plus rien à rendre. Seulement vivre.
et dans cette simplicité retrouvée, il y avait une forme de victoire que je n'avais jamais connue. Les jours suivants, je repris ma routine avec une légèreté nouvelle. L'hiver, bien qu'encore installé, semblait moins pesant. Chaque matin, j'ouvrais mes volets sur le ciel pâle de Dax, j'enfilais mon manteau de laine et sortais saluer mes poules avant de préparer le café. Les gestes simples étaient redevenus des plaisirs, comme si l'air lui-même était plus pur depuis que certaines ombres avaient quitté ma vie. Pourtant, les souvenirs n'avaient pas disparu. Ils restaient là, rangés dans un coin de ma mémoire, comme des pierres polies par le temps. Je revoyais le visage de mon fils, ce mélange de colère et de peur lorsqu'il avait compris, devant tous, que je détenais le pouvoir sur ce domaine. Je revoyais aussi le rictus de ma belle-fille s'effacer, remplacé par ce vide qu'on ne peut pas feindre. Ces images ne me faisaient plus mal, elles étaient devenues des preuves. La preuve que le silence, quand il est nourri de patience et de stratégie, peut inverser les rôles. Au marché, les gens me regardaient autrement. Certains m'adressaient des sourires respectueux, d'autres venaient me parler. Une commerçante, que je connaissais à peine, me confia. Vous savez, votre histoire donne du courage à beaucoup. On se dit qu'il est possible de se relever, même après des années à subir. Je répondis simplement que chacun a son moment pour agir, et que le mien était venu au bon endroit, au bon moment. En février, j'acceptai de retourner au domaine, cette fois pour rencontrer une partie des futures résidentes. Elles étaient encore peu nombreuses, certaines venaient juste de quitter un foyer d'urgence ou un logement précaire. Les voir poser leurs sacs dans ce lieu lumineux, marcher dans le parc en respirant l'air frais, me rappela ce que c'était que de retrouver un espace sûr. Je passais du temps avec elles, autour d'un thé, à écouter leurs histoires. Chacune portait des cicatrices invisibles, mais aussi cette lueur fragile qui naît quand on entrevoit une seconde chance. Un après-midi, alors que je rentrais de cette visite, je tombais par hasard sur un ancien collègue de mon défunt mari. Il connaissait mon fils de loin et avait entendu parler de ses ennuis. Il me dit, avec prudence. « J'espère que vous ne regrettez rien. » Je lui répondis, les yeux dans les siens. « Regretter ? Non. Si j'avais laissé passer cette occasion, j'aurais passé le reste de ma vie à me demander pourquoi je ne m'étais pas défendu. À la maison, je consacrais de plus en plus de temps à mon jardin, malgré le froid. Tailler les rosiers, protéger les plants sensibles, préparer la terre pour le printemps, c'était une manière de préparer, moi aussi, un nouveau cycle. Un soir, en arrosant les jeunes pousses sous la serre, j'ai pensé que ma vie ressemblait à ces graines, longtemps enfouies dans l'ombre, puis prêtes à éclore dès que les conditions étaient réunies. Les nouvelles de mon fils et de sa femme continuaient de circuler par les murmures. On disait qu'ils cherchaient à vendre ce qui leur restait pour partir, recommencer ailleurs. Peut-être le feraient-ils, peut-être pas. Mais où qu'ils aillent, ils emporteraient avec eux cette histoire, gravée dans la mémoire de toute une ville. Ce n'était pas de la vengeance que je ressentais, mais un certain ordre rétabli. Parfois, le soir, je me surprenais à écrire de longues lettres que je ne comptais pas envoyer. À mon mari, pour lui raconter comment j'avais utilisé l'assurance vie qu'il avait tant tenu à garder. À la jeune femme que j'avais été, pour lui dire qu'elle avait eu raison de ne pas abandonner. Et même, parfois, à mon fils, pour lui expliquer tout ce qu'il avait perdu le jour où il avait choisi de se ranger du côté de l'humiliation plutôt que de l'amour. Ces lettres, je les rangeais dans un tiroir. Peut-être qu'un jour, quelqu'un les lirait. Peut-être pas. Un matin de fin février, je reçus un appel de la directrice de la fondation. Elle m'annonça que l'inauguration officielle aurait lieu au printemps et qu'elle tenait à ce que je sois là, en première ligne. Ce que vous avez fait, dit-elle, ce n'est pas seulement un don. C'est un message. Je ne répondis pas tout de suite. J'étais émue, mais aussi consciente que ce jour-là, tout serait bouclé. Le passé aurait définitivement sa place derrière moi. Je raccrochai et sortis dans le jardin.
Le ciel était clair, le vent portait l'odeur des pins et de la terre fraîche. Je me suis assise sur le banc, face à mon potager encore nu. Et j'ai pensé que, oui, il y avait eu beaucoup de douleur, beaucoup de solitude. Mais à cet instant précis, je me sentais exactement là où je devais être. Les jours rallongeaient peu à peu, et Mars apporta avec lui un air plus doux, comme une promesse discrète. Dans mon jardin, les premiers bourgeons apparaissaient sur les rosiers que j'avais taillés en hiver. Le matin, je restais parfois immobile à les observer, avec cette satisfaction silencieuse que seul le travail patient procure. L'inauguration du domaine approchait. La directrice de la fondation m'avait envoyé un programme détaillé, discours officiel, visite guidée, puis un moment de partage avec les nouvelles résidentes. Elle insistait pour que je dise quelques mots, mais je n'étais pas sûre de vouloir parler en public. J'avais toujours préféré les actes au discours. Pourtant, je savais que ce jour-là, ma présence serait un symbole, non seulement pour ces femmes, mais aussi pour moi-même. La veille de l'événement, je ne pus m'empêcher de penser à tout le chemin parcouru. Les images revenaient, la salle notariale, les regards fuyants, le moment où j'avais sorti de mon sac les documents qui scellaient leur destin. Puis la stupeur, la colère muette, et enfin le silence. Ce silence qui, pour moi, avait été la véritable victoire. Le matin de l'inauguration, je choisis ma tenue avec soin. Rien d'ostentatoire, une robe simple, un manteau bleu marine, et une broche en forme de feuille d'or que mon mari m'avait offerte pour nos 20 ans de mariage. En me regardant dans le miroir, je ne vis pas seulement une veuve de 72 ans, je vis une femme qui avait repris la maîtrise de sa vie. En arrivant au domaine, je fus accueilli par la directrice et quelques bénévoles. Les travaux étaient terminés, les façades blanches brillaient sous le soleil, les volets bleu clair rappelaient les maisons de la côte landaise. À l'intérieur, tout était lumineux, des couloirs larges, des chambres meublées avec goût, et au centre, une grande salle commune donnant sur un jardin fleuri. Lorsque la cérémonie commença, je m'assis au premier rang, entouré de quelques amis et de membres de la fondation. Mon regard se posa sur le grand mur du hall d'entrée, la plaque commémorative y trônait, avec les noms de mon fils et de ma belle-fille gravés en lettres dorées, juste en dessous de la dédicace, en l'honneur des femmes que l'on n'oublie jamais. Une ironie douce amère me traversa, mais je ne ressentis ni amertume ni triomphe. Seulement une forme d'équilibre. Après les discours de bienvenue, la directrice m'invita à dire quelques mots. Je me levai lentement, consciente de chaque pas vers le micro. La salle se tut. Je ne parlerai pas longtemps, dis-je. Ce lieu est la preuve que des murs peuvent enfermer ou protéger, selon ce que l'on choisit d'y mettre. Ici, j'ai choisi d'y mettre de la lumière. J'espère que chacune de vous y trouvera un refuge, et peut-être, un nouveau départ. Des applaudissements éclatèrent, sobres mais sincères. Je retournai à ma place, le cœur étrangement léger. Ce jour-là, en quittant le domaine, je sentis que la boucle était bouclée. Le passé ne me tirait plus en arrière. Il restait derrière, comme une vieille pierre gravée qu'on laisse au bord du chemin. Et moi, je reprenais ma route. Les semaines qui suivirent l'inauguration furent marquées par un calme inattendu. Ma vie avait retrouvé un rythme presque immuable, le marché le samedi matin, les après-midi passés à tailler mes arbustes, les soirées à lire près du poêle. Pourtant, ce n'était pas le même calme qu'avant. Celui-ci avait un goût de paix conquise, comme si chaque respiration avait été gagnée après un long combat. Un dimanche matin, alors que je marchais le long de la Dour, je croisai une petite délégation de la fondation. 3 femmes que j'avais vues lors de l'inauguration me reconnurent et vinrent à ma rencontre. Elles me serrèrent la main avec chaleur. L'une d'elles, les cheveux gris attachés en chignon, me dit : « Vous ne savez pas à quel point cet endroit change nos vies. J'ai enfin une chambre à moi, et un jardin où je peux planter mes fleurs. » Je répondis simplement que c'était elle, désormais, qui faisait vivre ce lieu, et que cela me suffisait amplement.
En ville, l'histoire de mon geste continuait de circuler, parfois embellie, parfois déformée. Certains disaient que j'avais ruiné volontairement mon fils, d'autres que j'avais agi uniquement par vengeance. Mais ceux qui me connaissaient savaient qu'il s'agissait d'autre chose, rétablir une justice que personne d'autre n'aurait défendue à ma place. Mon fils et sa femme, eux, avaient presque disparu de la vie locale. On disait qu'ils évitaient le centre-ville et qu'ils faisaient leurs courses dans les villages voisins pour ne pas croiser de visages connus. Une voisine m'apprit un jour qu'ils avaient rendu les clés de leur appartement meublé et vivaient maintenant dans un logement plus petit encore. Je l'écoutais sans rien répondre, car il n'y avait rien à ajouter. Un après-midi de début avril, je reçus une lettre inattendue. L'écriture était celle de mon fils. Je restai longtemps à la tenir entre mes doigts avant de l'ouvrir. Quelques lignes seulement. Maman, je sais que tu ne veux plus nous voir, mais je voulais te dire que je comprends maintenant certaines choses. Peut-être qu'un jour, on pourra parler. Je posai la lettre sur la table et allai préparer du thé. Je ne savais pas encore si je répondrais. Peut-être. Mais pas maintenant. Les blessures, même refermées, ont besoin de temps pour que la peau redevienne souple. Les jours rallongeaient. Dans mon jardin, les semis de tomates levaient, et les premières fleurs de fraisier pointaient timidement. Je passais beaucoup de temps à préparer la terre, à pailler, à arroser doucement le soir. C'était une façon de m'ancrer dans le présent, de ne pas laisser les souvenirs me happer. Parfois, le soir, en fermant mon portillon sur lequel l'écriteau, entré sur invitation seulement, brillait sous la lumière dorée, je me disais que ce panneau résumait toute ma vie actuelle. Laisser entrer ceux qui respectent, fermer la porte à ceux qui détruisent. Une règle simple, mais qu'il m'avait fallu toute une vie pour formuler. Ce printemps-là, je ne cherchais plus à comprendre pourquoi les choses s'étaient passées ainsi. Je me contentais de vivre chaque journée, comme on savoure un repas lentement préparé, en appréciant chaque saveur, en sachant que rien ne dure éternellement. Et, au fond, c'était peut-être ça, la vraie liberté, ne plus être à la merci de ce qu'on espère des autres, mais simplement exister, pleinement, dans sa propre maison. Le printemps s'installa complètement, avec ses odeurs de fleurs et ses matins encore frais. Mon jardin reprit vie, les salades formaient des rangées serrées, les tomates commençaient à se fortifier, et les pivoines, que j'avais plantées l'année précédente, ouvraient leurs corolles comme de petites explosions de couleurs. Chaque matin, je sortais avec mon panier, je respirais profondément et je me disais que cette terre était le plus beau cadeau que je pouvais m'offrir. Je reçus un nouvel appel de la directrice de la fondation. Elle m'invita à venir voir l'avancée des activités. Lorsque j'arrivai, un groupe de résidentes était occupé à planter des fleurs autour de la cour intérieure. Certaines portaient de grands chapeaux de paille, d'autres riaient en se salissant les mains. La directrice me fit visiter les pièces que je n'avais pas vues lors de l'inauguration, une petite bibliothèque avec des fauteuils confortables, une salle d'atelier où l'on apprenait la couture, la poterie, et même la peinture. Je croisai Madame Bertin, une femme à la voix douce que j'avais rencontrée le jour de l'ouverture. Elle me prit la main et me dit : « Ici, je me sens chez moi. » On ne m'avait pas parlé comme ça, avec respect, depuis des années. Ces mots me touchèrent profondément. Je compris alors que le domaine n'était pas seulement un toit ou des murs, mais un endroit où chacune retrouvait sa valeur. De retour chez moi, je me surpris à réfléchir à ce que j'aurais fait si j'avais pardonné à mon fils et à ma belle-fille. Peut-être aurait-il vécu dans ce domaine, peut-être m'aurait-il laissé une chambre, un coin, comme une faveur. Mais je savais que l'humiliation serait revenue, tôt ou tard, sous une autre forme. Ce que j'avais choisi, c'était de couper court à ce cycle. Les nouvelles d'eux étaient rares. On m'apprit un jour qu'ils avaient tenté de revenir dans le cercle de certaines relations en se présentant à un événement caritatif. Mais l'accueil avait été glacial. Les gens n'oublient pas vite, surtout dans une petite ville comme la nôtre, où les histoires voyagent d'oreille en oreille. Un soir,
Alors que le soleil se couchait derrière les pins, je restais longtemps assise sur le banc du jardin. Le ciel se teignait d'orange et de violet, et j'écoutais le vent faire frissonner les feuilles. Je pensais à cette phrase que mon mari aimait répéter, « Les comptes se règlent toujours, mais rarement au moment où on s'y attend. » Il avait raison. Mon compte, je l'avais soldé, non pas par colère, mais par nécessité. Et en regardant mes fleurs, je compris que j'avais enfin trouvé ma place, ni dans leur vie, ni dans leurs calculs, mais ici, au milieu de ce que j'avais bâti seul, et qui ne dépendait plus de personne. L'été arriva sur Dax, avec ses journées longues et chaudes, et cette lumière dorée qui semblait rester accrochée au mur jusqu'à la nuit. Mon jardin était en pleine abondance, les tomates mûrissaient en grappes, les courgettes s'étendaient comme des tentacules vertes, et les herbes aromatiques parfumaient l'air à chaque pas. J'aimais cette sensation d'être entouré de vie, d'avoir un espace qui respirait avec moi. Un après-midi de juillet, alors que je revenais d'arroser mes plantes, je vis un groupe de visiteurs s'arrêter devant mon portillon. C'étaient 3 femmes de la fondation, venues m'apporter une corbeille de fruits et de légumes récoltés dans leur propre potager. Elles riaient, me racontant comment elles avaient appris à planter les tomates, comme à la campagne, grâce à un ancien jardinier bénévole. En les écoutant, je compris que le domaine avait trouvé son rythme, sa chaleur humaine, et que l'esprit que j'avais voulu y insuffler prenait racine. Quelques jours plus tard, je reçus une invitation officielle. La fondation organisait une fête d'été, ouverte aux voisins, aux bénévoles et aux partenaires. Je décidai d'y aller. En arrivant, j'entendis de la musique, des éclats de rire, et vis les tables dressées sous les arbres. Les résidentes servaient des plats qu'elles avaient préparés elles-mêmes, fières de montrer leur savoir-faire. Plusieurs habitants de Dax étaient là, et certains, en me voyant, me serrèrent la main ou m'embrassèrent avec chaleur. Je remarquai un détail, sur le mur de l'entrée, la plaque commémorative brillait au soleil. Les noms de mon fils et de ma belle-fille étaient toujours là, en lettres dorées, sous la dédicace, en l'honneur des femmes que l'on n'oublie jamais. Quelques visiteurs s'y arrêtèrent, commentant l'histoire à voix basse. L'ironie restait entière, et je n'avais plus besoin d'y penser avec amertume. C'était devenu un simple fait, inscrit dans la pierre. En repartant, je passai devant la Dour. Le vent apportait des effluves salés, et je m'arrêtai pour regarder l'eau couler. Je repensai à la première fois où j'avais pris la décision de protéger cet héritage, de ne pas céder à leur pression. C'était ce choix-là qui avait tout changé. Je n'avais pas seulement défendu mes droits, j'avais créé quelque chose qui me survivrait. L'été poursuivit son cours. Je reçus encore 2 lettres de mon fils. La première, timide, parlait vaguement de se revoir. La seconde, plus longue, exprimait des regrets, mais aussi des justifications maladroites. Je ne répondis pas. Pas par cruauté, mais parce que certaines conversations ne peuvent avoir lieu que lorsque les actes parlent d'eux-mêmes, et que les actes, chez lui, n'avaient jamais suivi les paroles. Un soir doux, alors que le soleil se couchait derrière les pins, je m'assis sur mon banc, un verre de tisane à la main. Les poules picoraient encore dans un coin, les insectes chantaient, et le ciel se teintait d'orange. Je pensais à tout ce que j'avais traversé, la douleur de la trahison, la solitude, la patience, puis la revanche discrète mais définitive. Je compris alors que ma victoire ne résidait pas seulement dans ce que j'avais empêché leur emprise, leur mépris, mais surtout dans ce que j'avais construit à la place, une vie simple, autonome, protégée par mes propres choix. Je me levai, fermai doucement le portillon où l'écriteau, montré sur invitation seulement, brillait dans la lumière du soir. Ce panneau n'était pas une barrière, mais un rappel. Ma porte restait ouverte, mais seulement pour ceux qui savaient respecter la valeur des choses et des êtres. Et dans ce silence apaisé, je me surpris à murmurer. Le silence n'est pas une reddition. C'est une stratégie. Puis je rentrai, laissant derrière moi le jardin baigné de la dernière lumière, et devant moi la certitude que tout ce qui devait être dit et fait avait été accompli.